Madame, Messieurs, bonjour, bienvenue dans ce magazine Un jour un leader que nous avons le réel plaisir de vous présenter. Je suis El Boutros Banza à la présentation. Je reçois pour vous une grande personnalité de cette ville de Lubumbashi, une personne que vous connaissez bel et bien, un leader des jeunes. Il doit devoir se présenter. Avant d'arriver, je lui dis d'abord bonjour. Bonjour, monsieur le journaliste. Monsieur Dietro, merci d'avoir répondu à notre invitation. Un réel plaisir de pouvoir vous retrouver encore une fois de plus. Les téléspectateurs sont nombreux en train de nous regarder de partout. Il y a également ceux-là qui nous suivent à partir de la radio. Ils veulent savoir d'entrée de jeu qui êtes-vous, avez-vous quel niveau, qu'est-ce que vous faites, parce que vous êtes une personnalité et votre vie les intéresse. C'est un plaisir pour moi, monsieur les journalistes. Je dois sincèrement vous dire merci parce que Merci. vous avez conçu, je me rappelle d'un leader qui disait en Afrique et beaucoup plus dans notre pays, on jette des fleurs ou on reconnaît les talents de quelqu'un que lorsque il n'est plus. Mais être pointé dans la ville pour que je puisse peut-être vous donner un petit récit de ce que je suis. Je pense que c'est un plaisir, c'est pourquoi je vous remercie grandement. Jetro Muyombi est un Congolais qui est né une certaine date Oui. et qui a fait l'école maternelle, qui a fait aussi l'école primaire et l'école secondaire normalement, et qui est allé à l'université de Lubumbashi pour avoir un diplôme de licence à la faculté de droit, aussi à la criminologie et aussi un diplôme de licence à l'Institut supérieur d'études sociales ISES. Donc, pour dire que j'en ai 3 diplômes, un diplôme de licence en droit, un diplôme de licence en développement communautaire, gestion et administration de projet, aussi un diplôme en criminologie et même un master en criminologie, option gestion, paix, gouvernance et gestion des conflits. Alors ça, c'est sur le plan scolaire. Par rapport aux formations que j'ai pu avoir, sans compter les nombres de formations que j'ai eues au niveau national, international et au niveau local. Je vais peut-être aborder d'abord l'aspect chrétien aussi. Un chrétien fervent de l'église méthodiste unie, Oui. où j'ai commencé par être un président de jeunes pendant plus de 8 ans que j'ai géré le groupe de jeunes. Et après cela, j'ai été appelé à gérer sur le plan de l'église, de l'administration de l'église en général, en tant que conducteur chef laïque, c'est comme ça qu'on appelle dans l'église méthodiste, d'abord d'une église locale. Et dès là, je suis passé au niveau du district ecclésiastique où j'ai été voté dans une conférence comme conducteur de district. Et les mandats de 4 ans, les premiers mandats, je l'ai terminé. On m'a encore renouvelé la confiance pour me donner encore un autre mandat de 4 ans encore que je suis en train de consommer, qui pourra normalement se terminer en 2020. En dehors de ça, j'ai travaillé d'abord au parquet général de Lubumbashi ici pendant à peu près 2 ans, et j'ai aussi travaillé pendant une année à la Vision mondiale, presque dans des stages de formation mais avec un petit salaire. Après cela, je travaillais à la coopération britannique communément appelée Rescue sur la ville de Lubumbashi, où j'ai supervisé. À l'époque, c'était les districts du Haut-Katanga. Donc, tous les districts, j'ai supervisé les projets. J'étais appelé à faire les tours de tout ce qui est aujourd'hui province du Haut-Katanga. Et là, c'était aussi dans tous les villages. Donc, j'ai eu la chance de faire le tour
de ce qui est province du Haut-Katanga, et même à des endroits où le vélo ou la moto ne pouvait pas arriver, je suis arrivé à pied. Là où on pouvait utiliser que les pieds, ou là où on pouvait utiliser des vélos, ou là où on pouvait utiliser des motos. Donc là, c'est sur le plan professionnel. Après la coopération britannique, le Reski, je travaillais dans une entreprise minière ici, sur place, comme directeur de département juridique pendant 8 ans au moins. Et pendant ces 8 ans-là, je n'étais pas seulement directeur de département juridique et administration de cette entreprise. Donc après 4 ans, j'ai été élevé au niveau du groupe où j'ai travaillé comme directeur département juridique et administration du groupe Chalina. Cette fois-là, c'était pour toute la RDC. Donc j'ai géré les activités administratives et juridiques au niveau de la province de Lubumbashi, donc au niveau de la ville de Lubumbashi, au niveau de Kinshasa, Goma, la Zambie aussi, toute l'Est, partout où il y avait les activités du groupe Chalina, donc qui faisait partie aussi de Chemaf. Après 8 ans, j'ai décidé de quitter Chemaf pour travailler dans une autre entreprise où je travaille jusqu'aujourd'hui en tant qu'administrateur. Et j'ai été engagé comme directeur de département juridique, bien sûr, mais après promis comme administrateur. Et j'ai continué à y travailler jusqu'aujourd'hui. Mais cela n'est pas seulement ce que j'ai fait dans la vie. J'ai été donc je suis jusqu'aujourd'hui président du conseil d'administration des orphelinats de l'église méthodiste INI. Alors là, c'est depuis 2012 jusqu'aujourd'hui où je continue à être vice-président du conseil d'administration. En 2018, donc, j'ai aussi été encore nommé comme président du conseil d'administration de l'école internationale, de l'école anglaise, appelée aussi école américaine, où je travaille comme président du conseil d'administration. Et ça, c'est dans les extras professionnels. Si vous voulez bien, j'essaie de donner des grandes lignes. Oui. J'ai aussi créé par moi-même 3 entreprises sur la ville de Lubumbashi. Oui. Et là, c'était dans les soucis d'encadrer les jeunes comme moi, qui ont passé des temps difficiles comme moi, qui des fois ont terminé des études, n'ont pas trouvé de l'emploi facilement. C'est dans ce sens-là que j'ai eu à créer différentes entreprises qui existent jusqu'aujourd'hui sur la ville de Lubumbashi. Le minimum que nous pouvons dire, 3 entreprises qui existent sur la ville. Et là, c'est sur le plan professionnel, en bref, que je peux les dire comme ça. Je ne sais pas si c'est suffisant ou on peut encore développer. Voilà, à vous entendre, vous avez un parcours élogé, un très bon parcours. Déjà, à bas âge, vous avez géré certaines institutions, vous avez été employé dans certaines entreprises. Ce qui plaît également à tous ces nombreux téléspectateurs qui veulent réussir leur vie. Au jour d'aujourd'hui, la population a besoin ou s'interroge. Quelle est la discipline que vous aviez à bas âge ou quelle est la méthode que vous aviez utilisée il y a longtemps pour arriver à atteindre vos objectifs, pour arriver jusqu'ici? Chez les journalistes, je pense que tout est parti de la façon dont j'ai été d'abord élevé. Aussi... Bien sûr, de le bas âge, je n'ai pas vécu dans la maison de mon père et ma mère. Donc, je me rappelle avoir quitté la maison de ma mère quand j'avais 11 ans. J'ai vécu dans la maison de mon oncle maternel qui m'a fait grandir. Et pour moi, tout ce qui était défi ou souffrance m'amenait à chercher une solution. Lorsque j'ai commencé le premier graduat de mon premier diplôme de licence à Lubumbashi ici, c'est à ce moment-là déjà que je ne pouvais pas avoir quelqu'un pour payer pour moi les études. Et la seule façon que j'ai pu faire pour terminer mon premier diplôme de licence, c'était de faire des petits jobs
des travaux par-ci par-là, et avec les moyens que j'ai gagnés, je payais les études parce que je me disais, j'étais convaincu depuis le bas âge par les conseils de ma mère, que je respecte beaucoup, qui me disait, tu veux être un homme, il faut étudier, il faut aimer les études, c'est la chose la plus importante. J'avais retenu cette parole-là, et chaque fois que j'étais en train d'entendre parler d'un médecin, d'un docteur plutôt, je vais dire, en sciences, je me disais, je dois aussi un jour être appelé docteur. Mais aujourd'hui, je ne suis pas encore docteur. Bien sûr, j'ai assisté des professeurs, j'ai eu des charges horaires pour enseigner à l'université, à l'Institut supérieur au CISES. Et mon objectif était d'être appelé docteur un jour, ce qui fait que je continue à travailler, à faire la recherche. Donc, la discipline, c'est comme ce que j'ai lu dans un livre, on dit le vouloir, c'est le pouvoir. Donc, quelqu'un qui veut quelque chose, Oui, à partir de la volonté, déjà, on peut traduire la volonté en une certaine potentialité, en un pouvoir potentiel. Parce qu'on ne peut avoir que ce qu'on veut. Si on ne veut rien, on peut aussi avoir rien. Donc je pense que c'est un peu ça. C'était d'abord la conception dans ma tête où je me disais je veux ça, je veux ça, je veux ça, et je commençais à travailler en fonction de ce que je veux. Alors, une source nous a confirmé, parmi vos collègues, que vous étiez brillant, intelligent, mais dérangeur. Comment comptez-vous réagir par rapport à cela? Oui, je pense que j'ai été intelligent, mais pas très intelligent parce que je n'ai pas occupé la place de premier dans toutes les classes où je suis passé, mais j'étais parmi les 5 premiers. Oui. J'aimais toujours être le chef de classe ou le chef de promotion. Pour moi, c'était un plaisir. Donc, je me sentais vraiment à l'aise que je sois parmi ceux qui décident de certaines choses, de là où je suis, de ma classe, de l'endroit où j'étais. Je suis passé, je voulais toujours que ma voix soit aussi entendue. Alors, j'ai essayé de m'efforcer comme ça. Je sais que j'avais une faiblesse, je ne lisais pas trop, mais je faisais un effort d'être attentif quand l'enseignant ou le professeur est en train d'enseigner pour retenir une fois pour toutes. Du fait que vous ne lisez pas trop, est-ce que cela n'a pas pesé sur votre vie après les études? Je reconnais que si je lisais trop, bon, je ne dis pas lire des livres maintenant parce qu'avec ma profession et tout ce que j'ai fait aujourd'hui, je suis censé trop lire. Mais quand j'étais élève ou étudiant, je ne lisais pas trop et c'est ce qui faisait que je n'occupais pas tout le temps la place de premier. Je me disais que si vraiment je pouvais avoir le temps de beaucoup lire, là, je ne devrais être que premier. Je sais aussi que ce qui a fait que je ne lisais pas trop, c'est parce que j'ai combiné beaucoup de choses. C'est-à-dire, quand j'étais encore élève, après l'école, pour moi, c'était les mouvements de jeunes. Soit, j'étais toujours à l'église, dans les mouvements scoutisme, dans les mouvements des jeunes qu'on appelait JPC, Jeunesse pour Christ. Et je voulais toujours être dans tout ce qui bougeait, soit c'est à la chorale. Et quand j'ai pris des responsabilités, parce que j'ai été président au niveau de l'église, au niveau du district où j'ai coordonné autant d'églises en tant que président, et cette fois-là, il me fallait toujours aller visiter des églises locales. Donc, j'avais trop de charges. Quand j'étais à l'université, c'était presque la même chose. Donc, dès que je termine les cours, je dois être soit à l'église. Si je ne suis pas à l'église, je dois être là où j'ai fait des jobs pour trouver un peu de gains et avoir de quoi payer les études. Et c'est ce qui faisait que je ne lisais pas, je n'avais pas suffisamment le temps, mais ce n'est pas que je ne lisais pas à 100%. J'avais quand même quelques temps pour lire, mais pas comme il fallait, comme il fallait. Et à vous entendre, vous avez exercé certaines fonctions, voire même des grandes fonctions, pendant que vous étiez encore jeune. Et à vous voir, vous êtes encore jeune. Au jour d'aujourd'hui, la jeunesse ou les jeunes sont taxés d'être incompétents. Quelle analyse faites-vous? Est-ce que les jeunes Congolais particulièrement sont-ils à même de rendre un service loyal à l'État congolais?
Les jeunes sont une potentialité pour le développement de ce pays. Ça, c'est un fait incontestable. Vous avez l'exemple du président sortant, Joseph Kabila. Il a géré pendant qu'il était encore jeune. Et tout ce qu'il lui fallait, c'était l'opportunité, c'était la chance. Il fallait lui donner la chance pour gérer le pays. Pas seulement lui, mais je peux parler du président de la France aujourd'hui, qui est un jeune, oui, Macron. Oui. Alors, il a eu la chance et je pense qu'il est en train de gérer. Bien sûr qu'il ne peut pas manquer de problèmes dans son pays, mais je ne crois pas qu'il y ait des problèmes comme son prédécesseur. Hein, lorsque je suis en train de voir les revues de presse ou tout ce qui se passe en France. Donc, en bref, les jeunes ont beaucoup plus de potentialités pour booster le développement. Et ce n'est pas aussi tous les jeunes. Il y a de ces jeunes-là qui comprennent, qui essayent aussi de se distinguer par leur façon de faire. Et je crois que si on essaie de faire, il y a toujours ceux qui disent que les jeunes sont... par exemple, dans mon église, on les dit toujours, les jeunes, c'est l'église de demain, mais moi, j'ai toujours corrigé quand quelqu'un dit ça, j'ai dit, le jeune n'est pas l'église, la jeunesse n'est pas l'église de demain, mais c'est l'église d'aujourd'hui et de demain. Parce qu'ils sont là, ils sont en train d'agir, ils posent des actes qui parlent. Et aujourd'hui, donc ils le feront aussi demain, c'est-à-dire c'est une potentialité, c'est vraiment une chance d'avoir les jeunes. Mais puisque vous parlez de la jeunesse, il y a certaines personnes qui disent que les jeunes sont à la base de plusieurs problèmes de destruction. Lors de la campagne, vous étiez vous-même d'ailleurs candidat, on va aborder votre parcours politique. Vous étiez candidat, vous avez vu les jeunes qui déchiraient les effigies, vous avez vu les jeunes qu'on pouvait manipuler et ils se rendaient sur la rue pour faire des troubles et autres. Alors au jour d'aujourd'hui, ne pensez-vous pas que la jeunesse est en train de rendre un mauvais service à l'État congolais, particulièrement ici en RDC? Monsieur les journalistes, je pense que d'abord la jeunesse prend un pourcentage élevé dans presque tous les États et même dans notre pays. Oui. C'est normal qu'on voie que c'est les jeunes qui bougent trop que les vieux parce qu'il y a beaucoup plus de jeunes que de vieux. Oui, aujourd'hui on parle des enfants de la rue, ils sont des jeunes, les pickpockets. Oui, ça c'est un aspect. Mais qu'est-ce que je vais dire? C'est que ce n'est pas seulement le jeune qui pose des actes des barbaries. Ce n'est pas seulement des jeunes qui sont en train de faire des troubles. Oui. Si vous essayez de voir parmi les gens qui étaient en prison par rapport à tout ce qui est politique ou autre, il n'y avait pas que des jeunes, il y avait aussi de vieilles personnes. Oui. Donc il y a aussi des vieux qui peuvent faire de même choses. Mais le plus grand problème, c'est l'encadrement des jeunes. Donc ce n'est pas tous les jeunes qui pensent de la même manière. Mais la plupart des jeunes qui n'ont pas été encadrés, ils peuvent se lancer, et pas seulement l'encadrement, mais qui n'ont pas de charge, qui n'ont pas de responsabilités, qui passent leur temps à chercher quoi faire. À ce moment-là, ces jeunes-là, lorsqu'ils trouvent quelqu'un qui peut leur donner, je ne sais pas moi, 500 francs pour qu'ils prennent, je ne sais pas, des verres d'alcool ou un peu des tabacs, hein, donc vraiment, je pense que c'est facile pour eux d'aller faire de n'importe quoi. Mais on ne peut pas seulement dire que c'est seulement les jeunes qui posent problème dans ces pays. Il y a aussi des vieux qui posent problème. Mais parce que le jeune représente un pourcentage plus élevé, je pense que c'est pour cela qu'on voit beaucoup plus les jeunes. Et aussi les jeunes qui ont le sang chaud, qui peuvent facilement agir qu'un vieux. Si quelqu'un a besoin de gens pour aller faire des désordres, je pense qu'il part chercher des vieilles personnes pour leur donner de l'argent pour qu'ils aillent commettre des dégâts. D'abord, ils n'ont plus d'énergie, ils n'ont pas la force. Bon, ils peuvent être là, ils veulent faire, mais il ne va pas les utiliser tout simplement parce qu'il sait qu'ils vont marcher 2-3 pas et puis ils vont se fatiguer. Il va chercher les jeunes parce que les jeunes, ils peuvent faire encore 1 kilomètre, 2 kilomètres au plus. C'est trop, vous venez de soulever un point très important. Vous parlez de l'encadrement de la jeunesse. Est-ce qu'au jour d'aujourd'hui, l'État congolais a au moins le temps d'encadrer parfaitement la jeunesse? Ça, c'est un sérieux problème. On entend dire qu'on aime la jeunesse, je veux dire. On veut encadrer la jeunesse par les discours. Oui. Mais qui veut encadrer la jeunesse, il doit poser les actes. Quels sont les actes que nous attendons pour encadrer la jeunesse? Je peux dire un coup de chapeau aux prêtres qui ont créé Cité des Jeunes, par exemple. Oui.
Ils ont mis des ateliers, des installations où ils apprennent les jeunes, faites ceci, faites cela. J'ai même rencontré un jeune qui a fabriqué une très belle fauteuil parce qu'il était encadré à la Cité des Jeunes et son oncle a vu qu'il avait de la potentialité, il l'a découvert parce qu'il est passé à la Cité des Jeunes. Mais quand on dit on aime les jeunes, mais on ne crée pas des ateliers, est-ce que pour créer l'atelier, on a besoin de quoi? Ça ne demande pas $1 million. Ça demande peut-être l'espace. Or, l'État congolais qui est le maître du sol et du sous-sol. Alors, que voulez-vous insinuer par là? Je vais dire... Voulez-vous dire que l'État n'a pas de la volonté? Je vais dire il faut qu'il y ait une dose de volonté. Parce que quand on dit seulement on aime les jeunes, on veut encadrer les jeunes, mais on ne pose pas des actes concrets, est-ce qu'on peut accepter, on peut réellement dire qu'on aime réellement les jeunes et on les encadre? C'est ça le problème. L'encadrement des jeunes doit se traduire par des faits concrets. C'est-à-dire on doit créer des ateliers, on doit créer des milliers où on est en train de recycler les jeunes, où on récupère ceux-là qui ont perdu de l'espoir, par exemple, qui n'ont pas eu la possibilité d'étudier. Alors ils se sentent maintenant délaissés, mais on doit leur dire qu'il y a encore de la chance. Allez apprendre le travail et le métier là-bas et vous allez voir comment vous pouvez faire de l'argent. Par exemple, moi je pense que ça c'est important. Aujourd'hui, je peux dire que les jeunes Congolais sont encore délaissés. Alors qu'est-ce qui doit être fait? Ce qui doit être fait, c'est comme, je ne vais pas beaucoup plus, mais glorifier ou faire des chantages. Oui. Mais moi, lorsque j'ai vu les jeunes et les frères et les connaissances, soit les membres de mon église, venir toquer chez moi pour me demander l'emploi, parce que je travaillais dans une société d'autrui où je ne pouvais pas être capable de donner l'emploi à tout le monde, j'ai commencé à réfléchir, je fais tourner la tête et j'ai dit mais qu'est-ce que je peux faire à ces gens, parce que ce n'est pas qu'ils veulent venir chez moi demander de l'emploi, mais c'est parce qu'ils ont réellement besoin de cet emploi-là. Alors je me suis dit, là où je suis employé, si je dois faire engager quelqu'un, je ne suis pas seul, et puis je dois demander de l'autorisation à XY, j'ai complètement compris qu'il fallait que je crée une entreprise. J'ai créé une entreprise. Aujourd'hui, je peux dire que j'ai donné de l'emploi à plus de 100 personnes dans cette ville de Lubumbashi. Donc, j'ai donné solution ou réponse à une question qui était dans ma tête. Alors, si on veut dire on aime la jeunesse, on encadre la jeunesse, moi, je préfère que le gouvernement essaye de travailler avec, par exemple, l'INPP aujourd'hui. Mais pour aller à l'INPP, il faut voir combien d'argent il faut. J'ai réussi un jeune qui était encadré par moi dans les activités politiques, bien qu'on n'a pas encore parlé de cet aspect, qui est venu me demander $300 parce qu'il voulait aller se faire inscrire à l'INPP et apprendre seulement l'utilisation des engins lourds. Et je lui ai posé la question, mais $300? Il dit oui. Mais j'ai dit, mais si tous les jeunes qui sont sur la ville, qui n'ont pas de moyens, veulent quand même apprendre comment utiliser les engins lourds, où est-ce qu'ils vont trouver $300 pour aller apprendre à l'INPP? Donc on a les institutions de l'État, mais on n'essaie pas de voir les niveaux de vie de la population. Comment est-ce qu'on peut les encadrer pendant qu'ils n'ont pas de moyens, parce que ce n'est pas tout le monde qui peut avoir les $300 pour aller payer. Alors c'est ça même le problème, on devrait étudier. Si aujourd'hui le président de la République dit que l'enseignement est gratuit, oui, dans des établissements publics. Ouais, mais c'est bien beau. Est-ce qu'on pense aussi qu'il faut peut-être faire des institutions comme INPP et d'autres, ou en créer encore d'autres, qui soient gratuits, donc patronnés par l'État congolais? Parce que les gens qui vont... Il faudrait réviser la Constitution, parce que l'article 43, alinéa 2, nous parle de l'enseignement de base, qui est l'école primaire. Oui, mais si seulement l'enseignement de base, aujourd'hui, il y a plus de 1000 personnes qui terminent, qui ont des diplômes d'État, qui ne savent pas aborder l'université, qui ne savent rien faire avec l'enseignement primaire des bases qu'ils ont eu, parce que la façon dont nous étudions dans notre pays est différente de la façon dont les Indiens, par exemple, étudient. Vous trouverez qu'un Indien qui est dans le classe, et donc dans des classes presque équivalentes à 6e primaire aujourd'hui, il est capable de te manipuler l'ordinateur comme s'il était informaticien. Mais ce n'est pas le cas dans notre pays. Quelqu'un qui a terminé, qui a son brevet, ou comment on appelle, certificat de l'école primaire, est presque capable de rien dans la vie professionnelle.
Voilà, M. Dietro Muyombi, nous allons aborder l'avant-dernière partie, c'est votre carrière politique. Vous êtes acteur politique, cadre d'IMSR. Dites-nous, depuis quand vous vous êtes plongé dans la politique et qu'est-ce que vous faites? Merci beaucoup. D'abord, je dois avouer que la politique n'était pas tellement mon ambition depuis tout ce temps. Mais il est arrivé à un moment où j'ai compris, avec tout ce que j'avais comme responsabilité, avec tout ce que j'ai fait, je me suis dit, c'est comme si j'ai une voix qui ne peut pas être entendue. Et j'ai compris les systèmes de notre pays. Je me suis dit, si les chrétiens ne s'approchent pas de là où se passe la gestion de notre pays n'avancera pas. Et je crois que c'est en 2015 que j'ai résolu, lors d'un échange avec un ami, d'adhérer dans un parti politique. Et cette fois-là, ce n'était pas dans le MSR où je suis aujourd'hui, c'était dans le PPRD d'abord. J'ai adhéré et je me suis dit, parce que dans ma façon de voir les choses, je me disais, lorsque j'adhère, dans des conférences, dans des réunions, on doit commencer aussi à faire entendre notre voix. Et lorsqu'il est arrivé le temps de penser élection, je me suis dit, bon, il faut peut-être que je me présente comme candidat. Et cela est venu aux élections législatives. Et cela est arrivé, bien sûr, sur suggestions et demandes de beaucoup de gens, de beaucoup de jeunes qui m'ont dit, mais nous pensons que vous pouvez être un bon porte-parole pour cette population. Nous pensons que vous pouvez apporter un plus dans la gestion du pays. Et j'ai compris, et j'ai décidé. Mais si je suis dans le MSR, c'est tout simplement parce que lorsque j'étais en train de voir l'idéologie, c'est beaucoup plus l'aspect social et chrétien que je trouvais dans les partis-là qui m'avait attiré d'adhérer dans le MSR, de quitter le PPRD vers le MSR. Parce que je me disais, les sociales... Il y a aussi l'IDPS. Il y a aussi l'IDPS dont je ne maîtrisais pas beaucoup plus les rouages à ce moment-là. Dernièrement, j'étais avec un ami qui me parlait et qui m'a même donné quelques revues que j'étais en train de lire pour comprendre l'idéologie et la philosophie de l'IDPS, qui n'est pas aussi mauvaise, donc qui nécessite aussi à ce que les animateurs soient conscients et marchent selon les textes là. Je pense que ça sera une très bonne chose. Alors aujourd'hui, politiciens, par rapport aux demandes de certains qui nous ont vus et qui ont compris ce que nous sommes, j'ai été candidat pour la toute première fois en 2011 à la députation nationale toujours. Là, je dois avouer que je n'avais pas conjugué beaucoup d'efforts parce que j'ai commencé la campagne à la veille même des élections, tout simplement parce que ce n'était pas ma volonté. C'était des gens qui m'appelaient, venez, postulez, faites ceci, et même les noms. Et ceux-là qui avaient tout fait, ils ont fait. Moi, je suis allé juste signer des papiers. Là, je n'étais pas encore convaincu. Mais lorsque je me suis lancé, j'ai vu que, bien que j'avais commencé la campagne la veille des élections, oui, j'ai essayé de récolter le nombre de voix dans certains bureaux. J'ai vu que les gens, vraiment, ils étaient intéressés. Ils ne m'appelaient pas seulement pour m'appeler, mais ils étaient intéressés à voter pour moi. Mais je dois avouer que moi-même, je n'avais rien préparé correctement. C'était normal que je n'ai pas les voix en 2011. Vous n'avez pas aussi revendiqué? Je n'ai pas revendiqué parce que j'étais conscient de ça, comme je l'ai dit. Mais en 2018, là, j'étais conscient, j'étais convaincu de tous ceux-là qui me demandaient d'être candidat. J'avais préparé et j'ai fait le travail correctement. Là, j'ai aussi vu les résultats lorsque j'ai rassemblé les bulletins de vote, les PV plutôt. J'ai compris que j'avais suffisamment de voix. C'est pourquoi je suis allé jusqu'à la Cour constitutionnelle pour revendiquer mes voix. Malheureusement, mon regroupement a introduit un désistement, donc a empêché la Cour constitutionnelle d'examiner mon dossier. Alors, ça m'a vexé, ça m'a fait très mal, mais j'ai compris. Je me suis dit en tant que chrétien que c'était peut-être la volonté de Dieu, même s'il y a un star qui dit, nous Congolais, nous appelons tout volonté de Dieu, même ce qui n'est pas volonté de Dieu. Mais moi, au moins, parce que j'ai la foi, j'ai compris que si Dieu veut quelque chose, personne ne peut arrêter. Il y a un temps pour toute chose et on accepte ce qui s'est passé parce que nous sommes civilisés.
Et nous attendons prochainement. Je ne veux pas que je vous annonce, mais je dis que j'attends prochainement pour voir comment les choses vont se faire. M. Dietro Muyombi, vous êtes cadre du MSR. Je voudrais au moins savoir, ensemble avec les téléspectateurs, vous occupez quelle fonction au sein du MSR et quelles sont vos ambitions dans la sphère politique? Merci beaucoup. J'ai adhéré dans le MSR comme au cadre et c'était à Kinshasa en 2016. 16, oui. Et après un temps, le secrétaire général m'a demandé de coordonner les partis en tant que fédéral de la province du Haut-Katanga. Et tout ce temps, j'ai travaillé dans ce sens-là, à coordonner les partis MSR dans le Haut-Katanga comme fédéral. Il y avait des dissidents, il y a des gens qui n'étaient pas contents parce qu'ils ont vu un jeune homme ou quelqu'un qui venait d'adhérer dans le MSR, mais je sais que Kinshasa avait vu mes compétences. Oui. Les autres qui n'ont pas accepté ont évolué à l'écart et cela a fait comme... Bon, ce n'était pas un dédoublement parce que au moment opportun, sur demande de Kinshasa, on s'est retrouvés toujours. On a présenté une même liste et tout. Bon, je les appelais, mais à un certain moment, ils n'étaient pas d'accord. Ils étaient en train d'évoluer avec des réunions à côté. Peut-on parler d'un problème de leadership? C'est réellement un problème de leadership parce que quand on est dans un endroit où tout le monde veut être chef, oui, et on ne veut pas aussi obéir à celui qui coordonne au niveau national, c'est un problème de leadership. Alors aussi peut-être que le leadership au niveau national devrait casser ou ne pas autoriser à d'autres personnes de se réunir à côté. Bon, ça ce n'est pas mon sujet, mais je coordonne les activités du parti en province jusqu'à présent en tant que fédéral du MSR dans le Haut-Katanga. Et parlant de la politique, quelles sont vos ambitions? Qu'est-ce que vous avez déjà fait? Et qu'est-ce que vous envisagez faire? Ce que j'ai déjà fait par rapport à la politique, premièrement, je sais que la politique, c'est une guerre de philosophie, de logique pour la gestion, pour gouverner un pays. Alors, ce que moi j'ai fait, tout le temps que j'ai participé dans des réunions, j'ai donné mes interventions dans le sens d'abord à ce que, politiciens ou pas, mais nous devons d'abord prendre conscience que nous ne faisons pas la politique pour nos poches, mais nous faisons la politique pour la bonne gouvernance. Étant moi-même qualifié dans ces domaines-là, où j'ai un master dans la gestion, gouvernance et donc paix, tout ça, j'ai essayé de contribuer dans ce sens-là. Les partis, je travaillais dans l'unification parce qu'il y avait des divergences, comme j'étais en train de le dire, à stabiliser, à doter du siège au parti et à contribuer avec mes moyens personnels pour l'avancement du parti. Et aussi à assister des personnes qui étaient presque oubliées, donc avec des actions sociales qu'on a pu faire. Ça, c'est dans le cadre du parti. Nous avons essayé aussi d'organiser des gens dans des groupes où ils peuvent se prendre en charge. Donc c'est par rapport à ce que nous avions eu comme vision lorsqu'on faisait la politique. On a encadré les gens, ils se créent dans des petites structures, ils réfléchissent dans leurs petites structures, ils s'entraident dans leurs petites structures et des petites structures mises ensemble peuvent devenir une force pour la gestion de ce pays. Oui. Monsieur Dietro Muyombi, peut-être avant de terminer, nous parlons de la politique. Vous étiez candidat aux élections du 30 décembre 2018 dernier. Au jour d'aujourd'hui, vous avez introduit votre recours sans suite favorable. Alors, la population a moins besoin de savoir. Dans 5 ans, il y aura les prochaines, dans 4 ans, disons, il y aura les prochaines élections. Qu'est-ce que vous envisagez faire? Je disais que lorsque j'ai embrassé la carrière politique, c'était sur demande de beaucoup de gens. Je sais que le fait que nos résultats n'ont pas été considérés par la CENI aux élections passées, ça vexait plus d'une personne, moi-même, mais je sais que dans ma vie, je ne suis pas de ceux qui abandonnent. Donc lorsque, ça c'est un conseil que je donne à tous les jeunes,
Lorsque tu as commencé quelque chose et que ça n'a pas marché, il ne faut pas se laisser là-bas. Il ne faut pas rester là comme si c'était la fin du monde. Et je sais, tout ce que nous voulons, c'est que le pays continue à avancer dans le calme, dans la tranquillité et la paix. Et nous reviendrons si ceux-là qui nous ont demandé de nous présenter nous le demandent encore. Nous reviendrons encore après les 5 ans, donc aux prochaines élections. Mais s'ils nous disent de ne pas y aller, donc nous ne pouvons que suivre parce que on ne peut pas faire la politique pour soi-même. Si on fait la politique pour soi-même, c'est-à-dire on veut juste renflouer les poches. Or, moi, j'ai dit toujours que ce que j'ai fait me suffise déjà pour vivre et même pour aider les autres. Donc, si je vais faire la politique, c'est toujours pour contribuer à la reconstruction de ces pays et aussi pour continuer à aider les autres, comme j'étais en train de le dire, dans le cadre de l'enseignement, par exemple. Nous avons besoin que parmi nos députés, qu'il y ait quelqu'un qui soulève cette question-là pour que l'enseignement professionnel soit gratuit dans notre pays, et à ce moment-là, on aura éliminé beaucoup plus de banditisme qu'il y a sur nos villes. Alors, messieurs, nous tendons vers la fin de notre entretien. Nous recevons pour vous, pour les comptes de cette émission spéciale, Monsieur Djetro Mouyombi. On peut l'appeler Maître Djetro, criminologue Djetro Mouyombi. Avec lui, nous avons tenté de décrypter différents dossiers. Avant de terminer, nous entrons dans la dernière partie, c'est cet appel du chef de l'État qui appelle tous les Congolais à pouvoir changer de mentalité. Et là, vous et moi, nous sommes appelés à pouvoir changer de mentalité. Avec lui, nous allons pouvoir analyser cette question. M. Djetro Mouyombi, le chef de l'État, a initié une coordination pour le changement de mentalité. Est-ce un soulagement pour vous en tant que Congolais? Je peux dire un début du soulagement, mais pas un soulagement, parce que pour moi, ce qui compte, c'est les actes et non pas de paroles. Nous avons des beaux textes dans notre pays, la RDC, qui ne sont pas mis en application. Donc, le fait que le chef de l'État a mis en place une commission ou un comité pour le changement de mentalité ne suffit pas. C'est bien beau, c'est un début de la solution, c'est un début d'une réponse attendue. Mais nous voulons maintenant que vraiment ce comité travaille réellement et qu'il y ait les instances de contrôle qui ne peuvent pas aussi se laisser, parce que qu'est-ce que nous avions vu dans des années passées? On crée une commission antifraude. Oui. J'ai moi-même travaillé, lorsque je vous dis, j'ai travaillé au parquet ici, j'ai géré une commission antifraude où j'ai arrêté des gens, j'ai refusé qu'ils me donnent de l'argent pour les libérer sur la route. Je les ai amenés devant mes chefs à l'époque. Et le lendemain, je les ai vus être libérés sous une petite caution et ils m'ont envoyé les injures et même de preuves pour me dire on t'a donné $500 sur la route, tu as refusé, tu es un imbécile. Mais maintenant, voilà que nous sommes libérés avec 300. Qu'est-ce que tu as gagné avec tes petites vestes? Bon, j'aimais bien porter mes vestes depuis l'enfance parce que j'ai été toujours président des jeunes, c'est cela et cela est resté comme ça. Donc, ce n'est pas seulement le fait de mettre une commission ou un comité de changement de mentalité que la mentalité des gens doit changer. Alors, qu'est-ce qui doit être fait? Faudra-t-il envisager quoi pour les changements de mentalité? D'abord, il faut que ça soit la volonté dans le chef de ceux qui gouvernent ces pays. Après ça, il faut que ça soit la volonté de tout Congolais. Ceux-là qui se déplacent en dehors du pays, ils voient quand même comment les autres pays se présentent. Vous allez même à Brazzaville ici, vous allez en Zambie, vous allez même dans des petits pays qui nous entourent, vous commencez par voir les aéroports de nos amis. C'est vraiment différent de ce que nous avons, alors que nous sommes un pays plus riche. Donc il faut que ça soit d'abord la volonté de tout Congolais, là où il est, qu'ils disent l'état en lequel se trouve notre pays n'est pas normal. Il faut que ça change. Et si ça doit changer, les changements doivent commencer par moi. Il faut que ça soit soutenu cette fois-là par les institutions de l'État. Il faut que ça soit soutenu par les assemblées au niveau provincial ou au niveau national. Si on pense que ça, c'est un cantique du chef de l'État, comme je le disais, nous ne pouvons pas avancer. Je prends un exemple. Vous êtes un chef de quartier.
Vous êtes en train de vendre des portions de terre Oui. à des gens, alors que vous connaissez qu'il y a une institution qui est censée vendre des portions de terre, c'est les cadastres. Oui. Votre chef sait ça, que vous êtes en train de vendre, mais parce que chaque fois que vous avez vendu, vous lui déposez une petite somme, Oui. il vous laisse faire. Maintenant, les chefs de votre chef, peut-être même mis au parfum, mais il s'est dit, bon, ils n'ont pas des rémunérations conséquentes, il faut les laisser parce que c'est comme ça qu'ils vivent. Alors, à ce moment-là, où est le problème? Est-ce que le problème, c'est les chefs de quartier? C'est son chef ou c'est les chefs de son chef? C'est toute une chaîne. C'est pourquoi j'ai dit le changement de mentalité ne doit même pas être un travail de cette structure qui a été mise en place par le chef de l'État. Si ça reste seulement un travail de cette structure-là, ils ne pourront vraiment pas avancer. Il faut que ce soit un travail de tout Congolais. Que chacun se dise qu'il doit commencer par changer. De la manière dont il a agi hier ne doit pas être de la même manière qu'il doit agir aujourd'hui ou demain. Alors, M. Jethro Muyombi, nous sommes arrivés pratiquement à la fin de notre entretien. Votre conclusion à propos? Ma conclusion, c'est que toutes les institutions de contrôle doivent d'abord faire leur travail. C'est ça le plus grand problème dans notre pays. Mais maintenant, le plus grand contrôle revient au peuple congolais par les billets des députés à tous les niveaux. Mais maintenant, est-ce que lorsque nous recevons nos élus, ils nous donnent et nous rendent compte réellement de comment est-ce qu'ils ont contrôlé, de comment est-ce qu'ils ont géré, de comment est-ce qu'ils ont mis en application leur mission? Si nous, population, nous nous sentons responsables, nous allons questionner ces députés lorsqu'ils rentrent dans des congés parlementaires. Et ceux-là qui ne rentrent pas, nous ne devons pas nous contenter seulement de ce que nous recevons lors des campagnes, mais nous devons cette fois-là voir qui nous mandatons pour qu'ils fassent quoi et qu'ils reviennent vers nous avec quoi. Voilà, à moins ce que je peux dire, ma conclusion par rapport à ces sujets-là, et que je demande seulement à tous Congolais, et surtout nous, les jeunes, de nous comporter comme des policiers. Pas comme des policiers pour arrêter les gens, mais comme des policiers pour contrôler ceux-là qui ne veulent pas poser des actes dans le cas de changement de mentalité et les dénoncer. Je pense à ce moment-là, nous contribuerons à la reconstruction de notre pays. Voilà, M. Jethro Muyombi, nous vous disons merci. Madame, Messieurs, nous sommes pratiquement à la fin de notre entretien. Merci à vous tous de nous avoir suivis. Peut-être, si vous avez aimé, dites merci également à l'honorable Christian Yumba qui nous a cédé l'espace de ses appartements Chrisnet. Un réel plaisir. Nous saluons également tous ceux de l'un ou de près ont contribué à l'élaboration de cette émission, notamment PDG ou OPJ également qui nous a accompagnés de l'autre côté. Monsieur Justin OPJ, merci. Merci à Hervé Kachama, c'est la fin de cette émission. Nous vous fixons rendez-vous pour les mêmes et réels plaisirs. Si vous aimeriez peut-être retrouver Monsieur Jethro Muyombi, maître et entrepreneur, dans les jours qui suivent, nous allons devoir encore l'inviter. Merci, Monsieur Jethro. Merci, messieurs les journalistes.